Comment vendre grâce à son monopole personnel? J'invite Thibault Louis, qui depuis quelques mois enflamme LinkedIn avec sa plume acerbe. Thibault va nous expliquer pourquoi créer sa marque personnelle permet de prendre un avantage concurrentiel majeur. On va voir avec Thibault comment démarrer, avoir ses premiers fans, l'importance de créer des actifs médiatiques et comment itérer perpétuellement. Je vous invite à la suite de cet épisode à vous abonner aux Chroniques de la Vente. Je publie dorénavant chaque semaine et avec humour le meilleur contenu sur la vente que je trouve pour vous faire gagner énormément de temps sur votre veille. Je voulais également vous parler de HubSpot avant de commencer l'épisode. On en parle souvent dans ce podcast, mais les CRM sont la plupart du temps inefficaces et freinent votre croissance. La plateforme CRM évolutive de HubSpot réduit les frictions et la complexité et va aider vos équipes marketing, commerciales et services clients à collaborer pour créer des expériences exceptionnelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hubspot.fr et contactez-les de ma part. Je suis très content que HubSpot me fasse confiance et soit partenaire des héros de la vente. Bon épisode! Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode Les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibault Louis. Thibault, bonjour. Salut. Alors Thibault, tu vas te présenter aux auditeurs, mais avant ça, je voulais expliquer un peu le contexte de notre rendez-vous. Moi, depuis un mois environ, je vois tes posts de LinkedIn. Alors, je crois que j'étais même pas dans ton premier réseau, mais je sais pas pourquoi l'algorithme LinkedIn m'envoie tes posts tous les jours. C'est souvent des posts rigolos, clivants, et j'ai l'impression que ça te donne que tu as réussi à avoir une visibilité là les derniers mois. Est-ce que avant de te présenter, peut-être tu peux nous dire deux trois mots sur ça? Bah, t'es pas la seule personne sur lequel je suis débarqué sur leur LinkedIn. Et généralement, quand j'arrive quelquefois, c'est difficile de m'y déloger, sauf à m'unfollow. Hein, donc faut surtout pas hésiter à me m'unfollow si jamais vous êtes saoulé par mes contenus. Donc je me présente Thibault Louis, j'ai 28 ans, je suis entrepreneur. Et donc comment je fais de l'argent? Bah, principalement donc en accompagnant les dirigeants de boîtes B2B à prendre la parole sur LinkedIn dans une logique d'acquisition. À côté de ça, j'ai une newsletter qui s'appelle Les Rois du Scale sur Substack et un podcast aussi qui s'appelle Les Rois du Scale où on décortique un peu les techniques d'acquisition avec des interviews. Voilà, à côté de ça, je suis maître international aux échecs et puis j'aime beaucoup la pizza et le champagne. D'accord. Je savais pas pour les échecs. C'est vrai, t'es un gros joueur d'échecs. Ah ouais, 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 bah écoute, on appelle ça semi-pro. Moi, j'aime bien dire que je suis retraité maintenant parce que je m'y mets plus. Mais ouais, ouais, je suis dans les 0,01% des joueurs les plus titrés aux échecs. Donc, j'ai passé 20 ans de ma vie, 1 heure par jour quasiment. Donc, Ah ouais, bah écoute, je savais pas du tout. Écoute, très intéressant. T'en as pensé quoi de la série Netflix? la CNFX, top, top. Ben, déjà, dans un premier temps, ça a clairement donné un boost aux échecs. Il y a eu un truc genre le nombre d'échecs vendus il a été multiplié par 16 à la suite de ça. Je pense que ça a donné aussi beaucoup le goût à certains de se lancer, notamment à des nanas, hein, parce que l'héroïne de Queen's Gambit, c'est une femme. Donc je trouve ça très bien. Ça a été fait avec l'aide de Kasparov, l'ancien champion du monde, pour donner un peu de la véracité là-dessus. Donc en termes de marketing, ça a boosté aussi tous les mecs qui étaient sur Twitch et qui twitchaient des échecs. Donc ça a été super super intéressant pour tout le monde des échecs et je pense que c'est un super case study, ouais. Ok, bah écoute, je suis content d'avoir l'avis d'un professionnel ou semi-professionnel des échecs. Moi, j'avais beaucoup aimé cette série, mais malheureusement, on va pas parler d'échecs sur cet épisode. Ce sera pour un prochain. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet, mais je repose ma question du coup, Thibaut, avant d'introduire le sujet du jour. Comment ça se fait que depuis un mois, je vois tous tes posts sur LinkedIn, tu as adopté une nouvelle stratégie? Alors déjà, déjà je pense que j'ai beaucoup gagné en visibilité.
récemment. Tu vois, quand tes posts, ils passent de, je sais pas, 60 likes ou 70 likes, qui est déjà pas mal, à une moyenne de quasiment 200, bah, en fait, tu triples ton reach, donc la visibilité. Et du coup, et en plus de ça, j'ai augmenté la fréquence, donc je publie quasiment une fois par jour, voire plus d'une fois par jour, ce qui fait que en fait la probabilité que je sois passé dans ton fil à un moment ou à un autre, elle est assez importante. Euh, et donc non, la stratégie c'est juste progresser, c'est de faire du bon contenu, élargir l'audience, et puis être là assez souvent pour que les gens, s'ils kiffent, ils reviennent en fait. Ouais. Donc Donc, donc faire du bon contenu, de la valeur ajoutée, très régulièrement, voire plus d'une fois par jour. Et tu m'avais dit aussi en off que tu avais profité de l'été pour accélérer et profiter que la plupart des gens ne postent pas pendant cette période-là, c'est ça? ouais, alors en août, si tu veux, tu avais on va dire cette croyance qu'en été ça ralentissait sur LinkedIn. Alors peut-être que c'est vrai, mais en fait il y a beaucoup de gens qui consomment LinkedIn comme d'autres consomment YouTube ou Instagram. C'est-à-dire en fait ils le consomment parce que juste ils aiment bien les contenus corporate. LinkedIn c'est un réseau qui est très apprécié par certains, autant qu'il est détesté par d'autres d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant c'est que d'ailleurs les gens qui détestent le réseau, donc ceux qui sont tu sais, sur Nurture LinkedIn et tout, et ben néanmoins ils détestent le réseau, mais ils y passent du temps quand même. Et les stats ont montré que dans l'année précédente, les chiffres de LinkedIn ont explosé en termes de temps d'attention et en termes de nombre d'utilisateurs. Je crois que tu as 700 ou 800 millions d'utilisateurs hein, aujourd'hui pour un réseau social professionnel qui est énorme. Donc tous les gens qui ont du cash, etc., ils y sont et ils passent un temps fou là-dessus. Donc peut-être qu'en juillet-août, ça a baissé, même si ça a baissé de 10 ou 15%, ben, le nombre de publications, lui, il a chuté de beaucoup plus. Donc en fait, j'avais l'impression d'être tout seul sur le réseau à un moment. Tous les, entre guillemets, les gros créateurs de contenu, par exemple Germinal, ben, ils ont été portés disparus. Et là, je me suis dit, ok, imaginons que ça baisse de 15% d'audience globale, mais que le nombre de créations de contenu a été divisé par deux. Si déjà de base, il y a un manque de contenu sur LinkedIn, c'est le cas, hein, LinkedIn et TikTok, ils sont en déficit de contenu par rapport à l'attention. Donc là, je me suis dit, bah, s'il y a un gros problème d'attention et que la demande, elle est constante, bah, moi, je vais, quand les autres, ils diminuent, moi, je vais accélérer. Et du coup, j'ai doublé mon rythme de publication. Il y a des jours où je publie 3 fois par jour, ce qui est énorme. Alors, j'ai dû saouler un paquet de gens, mais j'ai gagné 4000 abonnés, ce qui est énorme, même pour quelqu'un qui a 100 000 abonnés. Gagner 4000 abonnés par mois, c'est énorme. Donc, en 30 jours, j'ai fait plus 4000, ce qui m'a fait passer à plus de 10 000 abonnés. Et en fait, entre janvier et juillet, j'avais fait 2 millions de vues sur LinkedIn. Et là, en un mois, j'ai fait 2 millions de vues supplémentaires. Donc en fait, j'ai doublé le nombre de vues en un mois par rapport aux 7 mois précédents. Ce qui est énorme en fait. Donc j'ai tout cassé sur LinkedIn en août. Et probablement la raison pour laquelle j'étais sur ton fil. Quoi. Surtout que j'ai un post qui a explosé, qui a fait 1 million de vues. Donc celui-là, c'est sûr que tu l'as vu. Ouais. C'est peut-être celui qui va nous permettre d'introduire le sujet du jour. Et en tout cas, ouais, c'est intéressant comme feedback. Et surtout que toi, tu n'utilises pas vraiment de hack comme on voit, c'est-à-dire mettez un commentaire pour obtenir mon PDF ou faire un sondage, etc. Toi, c'est vraiment des messages, on va dire, bruts, souvent courts hein, et souvent bien tournés avec de l'humour. Mais même ça, même sans ces hacks, ça marche quand même. Ouais, bah exactement. Mais justement, si je peux parler rapidement là-dessus, ça me fait penser à un truc, c'est que LinkedIn, en fait, toutes les raisons pour lesquelles LinkedIn a été créé et tous ceux vers quoi ils veulent tendre. Donc récemment, par exemple, ils ont augmenté le nombre de caractères de 1300 à 3000. Tu vois, ils ont mis le statut créateur, ils ont banni beaucoup de gens qui mettaient des gros mots ou des antivax, des trucs comme ça. Et en fait, moi, je me suis dit, bah, tu sais quoi, c'est simple. Pour aller le plus vite possible, je vais prendre tout à contre-pied. Donc en fait, le jour où ils ont triplé le nombre de caractères possibles, j'ai commencé à diviser le nombre de caractères de mes posts pour faire des posts qui tenaient en 2 lignes. Justement, pour faire exprès de faire ça, prendre à contre-pied. Et plus les gens mettaient des contenus corporate, et plus moi je mettais des contenus genre des mèmes ou des blagues. Et je me suis dit, je vais prendre tout le monde à contre-pied et ça va forcément créer une audience, alors peut-être minoritaire dans un premier temps, qui va être un peu, tu vois, qui va être un peu prise de court, mais qui va apprécier tu vois, cette prise d'initiative. Bon, je n'étais pas le premier, hein. Grégoire Gambato, par exemple, ou d'autres avaient, tu vois, ce ton un peu désinvolte.
Sauf que, tu vois, avec les mêmes, cette petite touche d'humour supplémentaire, je pense que ça a créé pas mal de love là-dessus. Et, euh, et donc, ouais, la stratégie, c'est en fait aller à l'encontre de tout ce qui se faisait, quoi. Ouais, et j'avais vu une vidéo il y a un an de Gary Vaynerchuk, qui est un peu le gourou des réseaux sociaux aux États-Unis. Et il disait il y a un an, aujourd'hui, si vous voulez cartonner sur les réseaux sociaux, allez sur LinkedIn, allez sur TikTok. Donc il parlait principalement de ces deux réseaux sociaux, justement parce que tu avais peu de personnes qui créent du contenu. Et j'ai l'impression qu'un an après, c'est toujours d'actualité, même si peut-être qu'il y a un peu moins de place qu'il y a un an, mais j'ai l'impression qu'il y a encore beaucoup de choses et de place à faire sur LinkedIn et TikTok. C'est pas encore trop saturé par de la pub comme sur Instagram ou Facebook ou YouTube. Donc c'est un bon message pour commencer notre podcast, quoi. Ouais. Ouais. Sur ce que tu dis sur ce qu'a dit Gary Vee, alors complètement, j'ai partagé une vidéo là-dessus. Un journaliste lui avait dit What's the biggest mistake people do about LinkedIn? Et Gary Vee il répond Underestimating it. Il explique en effet que il y a un gros déficit et qu'en fait tu peux avoir 150 abonnés et faire un post à 200 likes en fait. Tu peux faire plus de likes que d'abonnés, tu peux faire des posts à 50 000 vues même avec 150 abonnés, c'est possible. Parce que oui, il y a une grosse traction et c'est toujours le cas. Donc tu me dis, est-ce qu'il y a encore la place? Il y a complètement la place. Là, je discutais avec des gens tout à l'heure. Tu vois, c'est un gamin, il lance une marque de skate écolo, tu vois, et local, etc. Il dit, ouais, mais est-ce que c'est la place pour LinkedIn? Je lui dis, mais carrément. T'imagines s'il y a un mec qui commence à parler de skate sur LinkedIn, déjà il va être tout seul, donc il récolte tous les bénéfices. Et il y a énormément de sujets sur lesquels il n'y a pas de leader d'opinion identifié. Tu vois, si on te donne un sujet et qu'on te dit qui est le leader sur LinkedIn, si on n'arrive pas à répondre à cette question, c'est qu'il y a la place. Par exemple, prenons la nutrition. Est-ce qu'il y a un leader sur LinkedIn? Pour moi, non. Donc il y a de la place sur la nutrition. Est-ce qu'il y a un leader santé? Non. Est-ce qu'il y a un médecin leader? Toujours pas. Et en fait, il y a probablement 90% des sujets, aujourd'hui, il n'y a pas de leader d'opinion. Et ces sujets, ils attendent juste, genre, le boss de ce sujet-là pour prendre toute la place sur LinkedIn et tout éclater, en fait. Donc la place, elle est énorme, en fait. Ok, ben écoute, très intéressant. C'était une bonne intro pour le podcast. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on va traiter comme sujet, et ça, on va sans doute pouvoir parler de LinkedIn, hein, bien sûr, c'est comment vendre grâce au monopole personnel. Alors là aussi un peu de contexte. Moi, je t'ai contacté justement suite à un de tes posts sur LinkedIn, je te connaissais pas, où tu parles justement de ce concept de monopole personnel. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer déjà ce que c'est le monopole personnel et pourquoi tu as choisi ce sujet aujourd'hui? Ouais. Alors le monopole personnel, c'est assez compliqué de le définir, mais les gens vont comprendre au fur et à mesure. Je dirais que le monopole personnel, c'est la capacité d'échapper à la compétition en créant un marché d'une seule personne. C'est-à-dire qu'en fait, si les gens vous suivent ou achètent ce que vous faites, ils vont pas acheter votre produit, ils vont acheter vous parce que parce qu'en fait vous avez le monopole sur eux. Donc prenons un exemple, mon coiffeur Henri. Euh, alors j'ai eu tellement de problèmes avec les coiffeurs et que le jour où je suis tombé sur quelqu'un qui m'a réussi une coupe, je me suis dit, je vais plus jamais me faire couper les cheveux par quelqu'un d'autre que par cette personne. Il se trouve que c'est Henri. Et Henri, il habite pas du tout dans la ville où je suis, donc limite à un moment, je me suis demandé si j'allais pas prendre le train juste pour me faire couper les cheveux. Henri a un monopole personnel mondial sur moi. C'est que il a, malgré tous les coiffeurs qui existent dans le monde entier, moi, j'irai juste chez Henri. Et sauf que ça peut être le cas pour tout. Ça peut être le cas si vous achetez des œuvres d'art, si vous achetez des boissons, etc. Sauf que c'est pas, vous achetez pas le produit, vous achetez la personne. Donc c'est pour ça qu'on parle de monopole personnel. Euh, et en fait, c'est très très utile en entrepreneuriat parce que si vous arrivez à créer ce monopole personnel sur une petite fraction de votre marché, c'est-à-dire vous allez avoir beaucoup de récurrence et des gens qui vont vous acheter cher, qui vont vous acheter bien, et du coup vous allez réduire la dépendance à la compétition en fait. Ouais. Alors dans ce que tu dis, il y a plein de sujets. J'avais vu notamment un sujet, c'est un peu la théorie ou le concept des 1000 fans. Je pense que tu peux aussi, ça marche aussi avec 100. C'est-à-dire que quand tu arrives à avoir 1000 personnes qui te suivent, ou on va dire 100 personnes qui sont fans de toi, en fait, tout est possible. Tu peux
monétiser des produits, des services, vendre des choses. En fait, c'est aussi peut-être derrière ce monopole personnel l'idée de créer une communauté. Alors nous, on est des entrepreneurs un peu du web, donc on veut créer des communautés sur les réseaux sociaux, les newsletters, etc. Mais quand tu parles d'Henri, j'imagine c'est des communautés qui sont plus locales, mais ça reste des communautés. On peut appeler ça des communautés aussi, quoi. Ouais. Oui, oui. Alors, donc les communautés, disons que c'est un peu moins mon sujet, mais il y a de ça. Alors moi, j'ai toujours eu un peu de difficulté à bien saisir la distinction entre audience et communauté. Je pense qu'il y a des gens sur ça que tu peux inviter, par exemple Arthur Aubeuf de Time for the Planet, qui est hyper fort sur la communauté, sur ce qu'il a réussi à créer avec Time for the Planet. Ouais, donc sur ça, sur la théorie des 1000 fans. Donc très bon concept, la théorie des 1000 fans, c'est donc une théorie de Kevin Kelly, et cette théorie elle a été reprise par les deux entrepreneurs Anderson et Horowitz avec la théorie des 100 fans, en fait, qui t'explique qu'aujourd'hui tu as un chiffre pour être indépendant financièrement. En France, je suppose que bon, si tu as une famille avec deux gamins, imaginons que tu n'habites pas à Paris, mais je sais pas, ça doit être peut-être 50 000, 60 000 euros, peut-être moins en fait. Peut-être que c'est 30 000 euros. Et Ça en fait, si tu dépend arrives. les gens aussi. Ouais, oui, bien sûr, ça dépend des gens, tout à fait. Mais disons qu'il y a un chiffre, tout le monde a un chiffre global où il estime qu'il peut vivre de manière indépendante financièrement. En fait, ensuite, tu divises par le nombre de fans. Donc, Kevin Kelly te dit que si c'est 1000 fans, bon, si c'est 30 000 euros, il suffit que ces 1000 fans te donnent 30 euros par an. Et du coup, tu as de quoi vivre et de vivre de ton activité. Par exemple, je sais pas, si tu crées des peintures, tu peux, par exemple, proposer aux gens un abonnement pour voir des peintures exclusives pour 30 euros. Et si tu as 1000 fans, ça suffit. Et Horowitz disait en 2021, avec le web, etc., c'est beaucoup plus. Avec la force d'achat des gens, tu as besoin plutôt de 100 fans qui peuvent être aussi des entreprises qui vont, donc, du coup, multiplier ce chiffre, et aussi parce que, étrangement, il y a certaines choses qui sont de moins en moins chères. Comme tu vois, l'accès à la nourriture ou autre, par rapport à la théorie de Kevin Kelly, qui est probablement dans les années 90, ou même tu vois, les technologies no-code, les sites internet, font qu'en fait, aujourd'hui, avec 15 euros, tu peux faire énormément de choses. Tu peux plier sur LinkedIn, tu peux plier sur Insta, tu vois, avec, je sais pas, 30 euros de budget, tu peux faire des vidéos YouTube qui claquent. Donc en fait, l'accès à la technologie et aux médias a été réduite, donc tu aurais aujourd'hui besoin plutôt de 100 true fans. Et oui, et du coup, ces gens, si tu as un monopole personnel sur eux, comme Henri, du coup, il suffit que Henri, il ait, je sais pas, 100 clients comme moi, et puis son salon, il peut vivre, en fait. Il peut, Ouais. même pas besoin de salon, il peut être indépendant et se déplacer aussi. Ouais, c'est vrai que là aussi, il y a plusieurs concepts. Il y a le concept qui s'est peut-être accéléré d'ailleurs pendant le Covid, c'est on va dire, l'entrepreneuriat. Alors, est-ce qu'on peut dire le solo-entrepreneuriat, ce qu'on a appelé beaucoup en France l'auto-entrepreneuriat, où finalement aux États-Unis, je crois qu'il y avait une stat qui était assez dingue, hein, c'est que presque la moitié des gens sont freelance, ont un statut de freelance. Et peut-être que dans notre société, on va finalement passer d'une société du salariat au statut à une société de gens qui ont leur propre activité. Alors, ça va prendre du temps, etc. Mais on le voit déjà, hein, alors parfois avec des phénomènes de précarisation, mais aussi parfois avec des gens qui quittent un job où ils ont l'impression de faire métro boulot dodo, ils sont pas très passionnés, etc. Et ils se mettent à leur compte et d'ailleurs on va en parler de ce bouquin qui explique ça, qui est le bouquin The Company of One. Et ils arrivent à monétiser finalement leur talent, leur passion, leur temps, et à trouver ce qu'on appelle aussi leur ikigai. Alors là encore une fois, je parle de plein de concepts différents. Et du coup, on va essayer de donner un peu des pistes sur ces différents concepts. Euh, Toi, est-ce que dans ces concepts, par exemple, est-ce qu'on peut peut-être parler de The Company of One? C'est aussi un bouquin que tu as partagé sur ton fameux post LinkedIn. Ouais, ouais, ouais. Alors, ouais, t'as évoqué pas mal de choses. Ouais, Donc, déjà, je vais commencer par ce sur quoi je suis moins fort. Donc, l'ikigai, je pourrais pas t'en parler. Alors, je connais. Je sais par exemple qu'il y a Ulysse Lubin qui en parle assez souvent. Tu vois, donc trouver un peu son équilibre. Moi, je connais pas bien l'ikigai. J'ai essayé de le faire à un moment, j'avais pas trop compris. Mais le monopole personnel, je peux en parler. Et donc tu parlais, oui, donc aussi t'as parlé de précarisation. Prenons le sujet, et t'as parlé d'auto-entrepreneuriat. Donc prenons le sujet, par exemple, des VTC.
Les Ouais. VTC, ils sont quasiment tous, donc les VTC Uber, hein, ils sont quasiment tous, en fait, auto-entrepreneurs, mais en réalité, c'est un peu du salariat déguisé. Ils font leurs heures, mais bon, souvent, ils ont que un ou deux clients. Mais sauf que eux, bah, c'est très difficile pour les taxis de se, comment dire, de se démarquer, à part d'avoir une bonne note ou d'avoir une belle caisse. Mais tu vois, si demain il y a un taximan Uber qui débarque avec un concept, par exemple, ça peut être, tu vois, un taxi avec des néons et la meilleure musique de Paris, par exemple, tu vois. Et tu peux limite faire la fête dans le taxi. Bon, bah, tu vois, déjà, tu t'es plus niché et t'as peut-être il suffit de pas grand chose, en fait, pour trouver un concept. Parce que, tu vois, les taxis, c'est typiquement un marché où, en fait, les gens veulent juste aller d'un point A à un point B. Peut-être qu'il y a une fraction des gens qui veulent avoir une expérience dans ces taxis. Mais tu n'as pas besoin, du coup, de t'adresser à l'ensemble des gens qui vont prendre des taxis à Paris, mais peut-être à t'adresser à une niche plus petite avec un meilleur pouvoir d'achat qui va kiffer l'expérience et peut-être échapper à la compétition, par exemple. Donc, c'est un exemple sur le monopole personnel. Euh, sur de Company of One, alors, il y a quelque chose qu'on peut, comment dire, un autre concept qu'on peut évoquer, c'est ce que les Américains appellent creator entrepreneur, ou en français, je pense, on va dire peut-être créapreneur. C'est le Ouais. fait d'à la fois être entrepreneur et donc vendre quelque chose, et en même temps de créer du contenu sur Internet ou sur les réseaux pour diffuser naturellement ta parole, ton travail. Le, c'est ce que Austin Kleon appelle Show Your Work avec son bouquin. C'est en gros, il dit tu dois passer 80% du temps à vendre et 20% du temps à crafter du contenu et ta propre pub. Surtout que les canaux de distribution aujourd'hui sont gratuits. Et en fait, l'avantage de Company of One, c'est que donc en fait, tu passes à un modèle de solopreneur. Donc en fait, tu vends que tes trucs et c'est un peu l'anti-scale. C'est-à-dire qu'au lieu de vouloir absolument de la croissance, d'embaucher, de lever des fonds, de grossir, d'avoir plein de clients, et ben c'est un peu de la décroissance. Tu vas faire exprès en fait de préférer la rentabilité à la croissance. Et en fait, ton plus gros actif, ce que tu vas le plus chercher, ça va pas être de l'argent, ça va pas être tu vois du status game avec plein d'employés, ça va être d'être maître le plus possible de ton temps et surtout que les gens te fassent pas chier en fait, tu vois. Parce que quand tu as une boîte, en fait, alors oui, tu peux. Donc, on va dire que le modèle classique, c'était quoi? Je lance mon truc. Dès que je commence à faire du chiffre d'affaires, j'embauche. Ensuite, je grossis de plus en plus, j'embauche de plus en plus. Et du coup, les problèmes aussi deviennent de plus en plus gros. Parce qu'à un moment, bah, si tu as 15 employés, en fait, on appelle ça PME, mais 15 employés, tu dois dire que tu vas faire 1 million de CA, 1,5 million de CA minimum, en fonction de ce que tu. Donc, c'est déjà énorme. Tu dois avoir des comptables, tu dois avoir des trucs. Tu as tous les clients, tu as des risques de procès. Enfin, et en fait, il y a beaucoup de gens, ils sont comme ça, et du coup, ils ont zéro temps, ils sont esclaves, entre guillemets, de leurs employés et de leurs clients. Et en fait, le but de Company of One, c'est de descaler tout ça, d'être tout seul, et de préférer une rentabilité maximum en termes d'argent et en termes de temps, et de surtout pas grossir, en fait. L'ennemi de Company of One, c'est le scale, c'est la croissance. Et en fait, tu te rends compte... Dis-moi. Ouais, ouais, non, mais je pense à l'exemple qu'il prend au début de son bouquin. Donc, c'est un salarié d'un grand groupe, d'une banque, par exemple, qui vit très bien sa vie. Et en fait, à côté de son boulot, il fait des petites cartoons, hein, il dessine. Et rien qu'avec le bouche à oreille, finalement, il y a de plus en plus de gens qui lui demandent des cartoons. Et au final, il se met à faire ça, à quitter son job, à gagner un peu moins, mais ça marche très très bien. Et à un moment donné, il se pose la question d'embaucher, de grandir. Et c'est là où en fait il décide de bah non non je veux rester seul, je veux pas avoir de comme tu dis de salariés, de trucs administratifs à gérer et je suis très content comme ça, je peux voir mes enfants, je peux faire autre chose de mon temps et comme tu dis finalement tu as une notion de gestion du temps, de décroissance qui est très très intéressante. Ouais. Ouais, ouais. Et ben justement, sur la taille, alors, parce qu'il va assez loin dans le bouquin, mais d'ailleurs, le sous-titre du bouquin, c'est Company of One, donc Paul Jarvis, Company of One, Why Staying Small is the Next Big Thing. Alors, et les gens, parce que le titre, c'est que, je sais pas comment on dit, c'est une oxymore en fait, tu vois, Why Staying Ouais. Small is the Next Big Thing. Et ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est par rapport à la croissance, c'est que bon, tu vois, alors il y a une série que j'aime bien qui s'appelle Peaky Blinders. Hier, j'ai vu un épisode où, donc en fait, tu sais, pour ceux qui connaissent pas Peaky Blinders, en gros, c'est des mafias locales ou nationales qui se partagent des territoires, des trucs comme ça. Enfin, ils se font plein de coups bizarres.
Et en gros, bah, à un moment, tu as le chef, d'une mafia, il dit Big Fox Small, tu vois. Et en gros, bah, c'est bah, les grosses mafias, elles vont manger les petites mafias, et puis une fois que. Et en gros, bah, le Big, il va te manger. Mais sauf que on oublie quelque chose en termes d'entrepreneuriat en 2021, c'est que. Imaginons que tu vendes quelque chose à quelqu'un, des services comme moi, par exemple du copywriting, LinkedIn, des choses comme ça. Et qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui aille voir mes clients et qui lui dit ce que fait Thibaut, je vais le faire pour 2 fois moins cher et je vais le faire 2 fois mieux et 2 fois plus vite. Et ben, même si c'était vrai, je suis pas sûr que certains clients iraient avec d'autres personnes. Et donc, je vais expliquer pourquoi. C'est parce qu'il y a des moments, il y a des clients, ils m'ont dit euh, ce projet-là, je veux le faire qu'avec toi, et si je le fais pas avec toi, je le fais pas. Et tu vois, quand des gens me disent ça, en fait, je pense que c'est ça l'essence du monopole personnel, c'est le fait que d'avoir une sorte de d'edge, tu vois, unique au monde, où en fait, il y a des gens, ils se disent, ok, c'est celui-là et c'est pas un autre. Et en fait, beaucoup de gens se disent, oui, mais pourquoi moi pourquoi les gens, ils me choisiraient moi? Enfin, qu'est-ce que j'aurais de différent, etc. Et ben, du coup, si on revient sur le côté Big Fox Small, et ben, je me rappelle d'une nana, une pote à moi, et en gros, elle faisait, tu vois, des petits posts sur LinkedIn, tu vois, elle faisait 10 likes, 15 likes, et puis elle avait, tu vois, son grand cœur, etc. Enfin, c'était une communication très douce, très humble, et ça se voit, et dans son engagement, tu vois, elle cassait pas la baraque. Ben, tu vois, elle a des clients qui sont venus, et lui ont dit, mais en fait, nous, on est hyper contents de ça, parce que nous, en fait, on est une société familiale, on est des gens humbles, etc. On veut pas chercher des gens qui cassent la baraque, on veut chercher des gens un peu comme toi, on s'y retrouve, tu vois. Et limite, bah, elle est là, et limite, par sa douceur, par son empathie, par presque le fait que, tu vois, elle casse pas la baraque, bah, presque ça a rassuré certaines personnes, et elle a créé un monopole là-dessus, et presque le monopole des petits. Et là, c'est small fox big, parce que les gens, ils seraient pas allés avec des gens qui sont plus gros, entre guillemets, quoi. Ouais. Euh, En donc fait, l'avantage, dis-moi. ouais, il y a quelque chose bon, qui est important dans ça, mais dans tout projet, finalement, c'est vraiment la notion de connaître ses forces et ses faiblesses et de pas tu vois, se travestir à. Par exemple, tu vois que certaines personnes comme toi ou Grégoire Gambato sont clivants sur LinkedIn, donc ils font de l'audience. Mais si toi, dans ta nature, t'es pas clivant, en fait, tu vas te tirer une balle dans le pied à vouloir faire des posts clivants et ça va pas être toi et au final, tu vas pas t'y retrouver et tu vas être mal. Et tu m'en avais parlé là aussi en off, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont un peu le même parcours, c'est-à-dire qu'ils lancent leur boîte, parfois après du salariat, ils lancent leur start-up et parce que dans leur entourage, dans les médias, on voit qu'une start-up, ben, à un moment donné, ça lève des fonds, etc. Donc ils vont dans cette voie-là, ils créent un produit, etc. Alors soit ils se crachent, soit ils arrêtent parce que ils sont en burn-out, ou soit ils arrivent à revendre pour les meilleurs d'entre eux, ils arrivent à revendre leur start-up. Mais et il y en a beaucoup et on en connaît, nous deux, d'ailleurs, ils sont dans notre raison. Ils veulent plus faire ça. Ils se disent non, non, je veux plus de ça. Par contre, ce que tu dis depuis le début du podcast, euh, avoir ma propre entreprise personnelle, finalement, ça a du sens. Et c'est une nouvelle voie, en fait, qui est intéressante. Ouais, clairement. Ouais, alors là, il y a plein d'éléments. C'est vrai que j'en ai pas parlé de ça. Donc, tu vois, il y a des gens que je connais ou à qui j'ai parlé récemment. Tu vois, il y a Ulysse Lubin, Laurent Brouat, Caroline Jurado, Lise Slimane, Jean-Charles Kurdali. Tu vois, j'ai discuté avec eux. C'est incroyable à quel point tous ces gens, alors même que parfois ils sont même pas parlé, ils te disent la même chose. C'est qu'en gros, alors moi je vais dire, par exemple, j'ai fait une école, donc j'étais à l'ESCP. J'ai fait un master entrepreneuriat qui était top. Sauf que le master, il est dirigé par des VC, donc enfin, des investisseurs. Donc en fait, on te présente un peu les types d'entrepreneuriat, etc. Tu vois, mais moi, on m'avait jamais parlé. Alors, on m'avait parlé des startups, on m'avait parlé du scale, etc. Mais à un moment, on m'avait jamais parlé d'autres modèles. Alors, Company of One, certains peuvent dire c'est du freelancing. Mais le freelancing, en fait, si tu comprends pas que tu peux scaler tout seul, Ouais, c'est ça. c'est ça qui est ouf. C'est qu'en fait, tout seul, tu peux scaler. Et en fait, tu as juste à rajouter des petites couches, par exemple, mais horizontales et jamais en croissance. C'est-à-dire, tu vas rajouter une petite newsletter, peut-être à un moment, tu vas monétiser, tu vas peut-être faire un podcast, tu vas peut-être faire d'autres trucs, mais toujours
toujours sur l'horizontalisation, jamais sur la croissance. En fait, tous ces mecs-là, dis-moi. Après, je te laisse reprendre, mais The Company of One, on pourrait te dire, ouais, c'est un nouveau mot pour dire freelancing, mais il y a une autre notion derrière, et c'est ce que tu dis, le scale, c'est-à-dire la croissance, et finalement, tu peux être un freelance qui a un média plus puissant qu'une entreprise, par exemple. Exactement. Bah en fait, tiens, en fait, je sais pas si ça a déjà été dit comme ça, ça me donne l'idée. En fait, quand tu es une startup, tu scales ta boîte. Quand tu es Company of One, tu scales toi-même, en fait. Tu scales en tant que personne. Ta marque personnelle. Ouais, voilà. Et donc, du coup, mais alors, il y a aussi un côté où c'est beaucoup plus risqué. Parce que, tu vois, si ta boîte, elle fait des bêtises, on peut dire c'est la boîte, c'est pas moi. Si toi, tu fais des bêtises, bah, il n'y a pas de degré derrière, quoi. Ouais. Mais, Tu changes mais de c'est nom. aussi. Bon, non, mais le truc, c'est que de toute façon, il y a des gens, ils te pardonnent tout. Hein. Oui. Tu sais, il suffit de voir. Je pense qu'un mec, un des plus gros, alors là, je vais dire un truc hyper polémique, mais un des mecs qui a créé un énorme monopole personnel, par exemple, en politique, par exemple, si tu prends Macron et Trump, Trump, il a créé un monopole personnel de ouf, en fait. Et à tel point, il y a des gens. Alors, il est détesté par la moitié de la planète, mais après, il y a d'autres gens qui l'aimaient tellement que, tu vois, il a fait des bêtises incroyables, et ça a été démontré. Et les mecs, ils s'en fichent, ils disent non, non, je le veux. Et tu vois, alors, moi, donc je me dédouane complètement. Hein, c'est un mec que j'aime pas du tout, etc. Mais si tu le regardes en termes de monopole personnel, il a créé un truc qui est cool. Macron aussi a fait ça en quelque sorte avec, tu vois, Oui, il n'a pas de parti derrière. Il a ouais. créé un parti de toutes pièces et en fait, les gens ont voté sur sa marque personnelle, pas tellement sur un parti qui n'existait pas un an avant, Ouais, quoi. exactement. Si demain lui il part, imaginons il démissionne d'En Marche et il se retire de la politique, je suis pas sûr que le parti il reste en fait. Et Oui, c'est donc du coup ça. alors mais parce que la politique c'est un marché hein, c'est pareil. C'est juste qu'au lieu d'acheter, tu votes quoi. Et, Ouais. euh, et du coup ces gens ils ont échappé à la compétition, ils ont écrasé la compétition en fait. Et sur ce que tu Ouais. disais sur, dis-moi. Tu voulais finir sur les entrepreneurs qui ont un peu le même discours que tu as Ouais, rencontré et tu voulais finir là-dessus, je t'ai coupé. ouais. Désolé. Alors, euh, non, mais tu fais bien, c'est un échange. Non, mais parce qu'en plus, tu me rappelles des trucs qu'on s'est dit en off, donc ce serait dommage qu'on les dise pas là. Mais, ouais, donc ces entrepreneurs-là, ils ont tous eu une start-up. Donc, avec, tu vois, business model, on va dire, non rentable de manière temporaire, et puis grossi. Soit ils la vendent quand ça se passe bien, soit ils la ferment. Ça veut dire que c'est pas qu'elle s'est crachée ou qu'ils l'ont vendue, mais ils l'ont fermée, tu vois, parce qu'ils n'avaient pas de technologie ou de trucs comme ça. Ou alors ils l'ont mis complètement dans le mur après avoir levé des fonds. Et tous ces gens-là te disent, mais en fait j'ai fait ça parce que je pensais que c'était la seule voie. Et tous ces gens-là, en fait, du coup, maintenant, ils sont solopreneurs. Ils ont souvent des actifs médiatiques. Alors ça, c'est classique, hein, actifs médiatiques. Donc souvent, c'est une newsletter, un podcast, tu vois, ou alors ça peut même aller jusqu'à un compte TikTok. Tu vois, par exemple, Caroline Jurado, son compte TikTok, elle a 70 000 abonnés. Et en fait, ils servent de cet actif pour faire des demandes entrantes, pour monétiser certaines choses. Et ils trouvent tous d'autres moyens de monétiser. Alors on pourrait penser que ces gens-là, ils ont déscalé leurs revenus aussi. En fait, c'est faux. Si tu prends les startups, il y a beaucoup de startups qui lèvent des fonds dont les fondateurs se payent même pas 2 000 euros. Il y a des fondateurs, ils se payent même pas, quoi, tu vois, alors qu'ils ont levé plus d'1 million. Et tous ces gens-là, ils sont rentables et ils gagnent bien leur vie. Alors, je veux pas, tu vois, Ulysse Lubin, il a fait un post récemment là-dessus. Il m'a dit, j'ai juste besoin d'identifier de combien j'ai besoin et ensuite qu'il y ait plus d'argent qui rentre que d'argent qui sort, tu vois. Et au final, donc il gagne pas des cent et des mille, même si je pense qu'il a investi à droite à gauche. En revanche, il est propriétaire à 95% de son temps. Ouais, et c'est peut-être aussi quelque chose qui distingue. Comment on pourrait les appeler peut-être les entrepreneurs qui ont le monopole personnel. Tu m'as dit c'est les créapreneurs, c'est ça? Ouais, alors je sais pas trop comment on appelle ça, c'est un peu difficile. C'est aussi pour ça que c'est nouveau, donc c'est difficile de labelliser ça. Donc Ouais, solopreneur, company of one. ouais. Et en fait, c'est peut-être ça qui distingue aussi le freelance on va dire, du créapreneur, c'est ce que tu as appelé les actifs médiatiques, c'est que c'est souvent tous les gens que tu as cités, que je connais, alors pas tous, mais j'en connais beaucoup. Caroline est passée sur le podcast et Laurent Bois va bientôt passer. Il y a Johan Lopez aussi, que tu connais peut-être. Ouais, Euh, oui, super, super exemple de company of one. ouais, et effectivement, tous ces gens-là ont leurs médias, podcast, newsletter, TikTok, YouTube,
qui en général marchent bien, leur apportent leur contrat et effectivement se payent confortablement tout en pouvant gérer leur temps comme ils le souhaitent. Ouais. Parce que le Ça, c'est problème vraiment... peut-être le problème du freelancing, c'est qu'à un moment donné, tu vends ton temps et tu peux pas scaler à un moment donné. Ouais, alors ça c'est hyper intéressant. Donc il y a des freelances, tu leur dis, est-ce que tu as prévu, tu vois, souvent ils vendent leur temps, et je leur dis, est-ce que tu as prévu, je sais pas, un moyen de scaler et parfois ils te répondent, ouais, non, pas trop. Alors il y a deux choses là-dessus. Le premier, alors ça peut paraître un peu anecdotique, mais c'est le rapport à l'argent. En fait, tous ces gens-là dont on a parlé, c'est des gens qui n'ont aucun problème avec l'argent. Ils n'ont pas de problème d'en parler, ils n'ont pas de problème pour en faire, ils n'ont pas de problème pour en produire, pour investir. C'est des gens qui sont libérés d'un rapport de honte ou de sentimental vis-à-vis de l'argent. C'est aussi souvent des gens qui n'ont pas spécialement... ils sont libérés aussi de leur désir d'en avoir beaucoup. Alors Ouais. souvent, le problème des gens, donc ça peut être ce que les Américains appellent, tu vois, greed. Tu vois, être greedy, c'est les gens, tu vois, qui en veulent toujours plus, qui vont jamais s'arrêter, etc. Dans le descale un peu de ces gens-là, ils ont accepté le fait que le temps était leur plus grande richesse, et du coup, en sacrifiant moins de temps, ils sacrifient aussi une part de leurs revenus, mais, mais pour eux, c'est pas grave, parce que le temps est la richesse. Donc en fait, il y a un rapport presque philosophique à ça. Et l'autre pan de ça, c'est les gens qui veulent pas scaler, c'est que beaucoup de gens sont allergiques à l'argent. Tu vois, Naval Ravikant, là, je sais pas si tu connais, qui est assez actif sur le principe de monopole personnel, il a dit, en anglais, if you despise wealth, it will elude you. Donc en gros, si tu es allergique à l'argent ou si tu as un problème avec l'argent, l'argent va te passer à côté naturellement. Et c'est un problème qui est beaucoup plus sournois que ce qu'on pense, en fait, ce rapport à l'argent-là, parce que beaucoup de gens ont un rapport complètement sentimental, positif ou négatif, et on a un rapport un peu de folie par rapport à l'argent. Et, euh, et en fait, ce compagnon fun, c'est aussi un peu une sorte d'humilité et d'arrêter la folie des grandeurs pour aller scaler ta boîte au Brésil, en fait. Et ces gens-là, donc en fait, souvent, tous les gens que j'ai cités, souvent, c'est des gens qui sont assez bons pour faire de l'argent, ouais, finalement. Et qui Ouais. se payent bien, d'ailleurs. Et ça rejoint peut-être un peu aussi le concept qui est peut-être un peu plus vieux, mais qu'on a entendu beaucoup les années précédentes de digital nomade. Donc, bon, dans le digital nomade, il y a la notion de nomade, c'est-à-dire de gens qui voyagent, mais c'est souvent des gens qui sont minimalistes, qui adorent d'ailleurs, il y a plein de vidéos là-dessus, avoir toutes leurs affaires dans un sac à dos. Et peut-être le meilleur exemple, c'est Stan Leloup, hein, qui est en Thaïlande, je crois, et qui fait un business avec sa chaîne YouTube et son podcast qui est énorme. Et en fait, ces gens-là sont très minimalistes, c'est-à-dire ils peuvent générer beaucoup de revenus, mais finalement, avec 1000 euros par mois, voire moins, ils se débrouillent et comme tu le dis, ils sont complètement décomplexés par l'argent et ils n'ont pas besoin de salariat. Et si un jour ils ont un salariat, ils sont salariés, ils savent qu'ils pourront à tout moment quitter ce job. Donc ils ont cette notion de liberté peut-être en plus de la notion de gestion du temps et de l'argent qui est différente. Ouais, alors là, ce que tu as évoqué, c'est clair, et j'y ai pensé en fait. Si tu veux, j'étais en Géorgie cet été avec 8 autres entrepreneurs, on peut dire ça, sortes de créapreneurs. Tu vois, tu avais Ulysse, tu avais Kelly Payet, tu avais Jean-Charles Kurdali, tu avais Julia Guimbaud, tu vois. Et en Ouais, fait, tous ces gens-là, il y a quand même ils ont quand même un point commun, c'est que c'est vrai que c'est plus en fait ils sont plus dans le status game, tu vois, c'est ouais, plus trop les possessions. Alors tu vois ce que je veux dire, ça va faire un peu babos, tu vois, mais il y a ce côté là c'est des gens sont maîtres de leur temps, qui connaissent beaucoup de choses, et ils s'en foutent, quoi, tu vois, personne fait le caïd. Des gens en fait il y a presque un côté philosophie d'être un peu plus loin de l'autre côté du mur. C'est l'inverse de Gordon Gekko dans Wall Street, quoi, tu vois. ouais. Et oui, et par exemple, si on prend Peter Levels, par exemple, qui est le roi un peu des solo business, il a monté 10 solo business cumulés, et il se marre, tu vois. Il déteste les clients, tu vois. Et du coup, lui, sa philosophie de vie, c'est zéro client, zéro truc. Il fait juste ses sites, il les met, et les gens achètent ou achètent pas. Et en fait, parfois, tu vois des photos de lui, et le mec, en fait, il est en tongs, je sais pas où, à Bali, ouais, il en a rien à foutre, en fait.
à tel point qu'en fait, même son sac pour se balader, et ben, pour aller bosser, c'est un sac Aldi à 3 euros. Parce qu'il dit, ouais, c'est le truc le plus pratique que j'ai trouvé. Il en a rien à foutre, en fait. Ouais. Il y a un bouquin, mais que j'ai pas lu, je crois que j'ai vu passer, qui est L'art de s'en foutre de tout, non? Tu le connais ce bouquin? Ouais, bah alors ouais, bah là donc The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ouais, Ouais, donc c'est ça, ouais. de Mark Manson. Alors Mark Manson, on peut en parler aussi. Putain, de quoi sur quoi je voulais rebondir tout à l'heure. Oui, bah, tu parlais de Stan Leloup. Bah, Stan Ouais, Leloup, en fait, je crois que enfin son podcast ou son livre, je crois que ça s'appelle Mon empire dans un sac à dos. c'est Et en ça, fait, ouais. j'aime bien cette notion de mon empire dans un sac à dos. Euh, Ouais. je viens de dire quoi là? J'ai une mémoire hyper Donc, courte, moi. Mark Manson, l'art de Ah s'en oui, foutre de tout. ouais. Ouais, alors c'est pas hyper lié à la vente, mais d'un côté, je pense que si. C'est que, en fait, en tant que solo, quand t'es solo, en fait, quand t'es solo business, il y a plein de choses, euh, il y a plein de principes, en fait, qui sont complètement opposés au principe de quand tu as une entreprise. Et c'est pour ça que c'est très difficile de les comprendre. Le premier principe, et ça c'est hyper difficile à appliquer, c'est quand t'es une boîte, tu prends tous les leads entrants et tu les fais passer dans le pipe et le but c'est de les closer. Peu importe de si ses clients sont chiants, de si ses clients vont te prendre du temps, etc. En fait, on va dire, toute ton entreprise va être basée sur du customer success, de l'account management, en fait, de former des gens à faire en sorte que les clients restent, donc réduction du churn, et faire en sorte que bah, ils utilisent ton produit, etc. Et en fait, quand tu es solo business, alors déjà quand tu es au niveau, au level, dernier level du solo business, normalement tu vends même pas ton temps, ou à peine ton temps. Parce que tu as créé une machine où ce que Jack Butcher appelle build once, sell twice, c'est qu'en fait tu construis des assets et tu vas les vendre après, mais en fait tu t'enlèves de l'équation business. Tu ne fais plus partie de l'équation business. Tout ce que tu fais, c'est créer du contenu. Build one, sell twice, ça veut dire quoi? Ça veut dire bah, ta newsletter, si tu la crées pour une personne ou un million de personnes, ça te prend le même nombre de temps. Et, et en fait, quand tu es une personne, au début, t'as pas intérêt à dire oui à tout. Alors au tout début peut-être, mais plus tu vas scaler, plus tu vas avoir un actif de crédibilité, et plus tu vas devoir refuser des clients et garder que les clients un peu high ticket qui t'amènent de l'argent et surtout qui t'amènent du plaisir aussi. Faut pas oublier cette notion de plaisir et refuser tout ce qui te fait chier. Et moi je pense, et du coup, bah, on parlait de Mark Manson, et Mark Manson, il a écrit un article qui s'appelle Fuck Yes or No. Et en gros, c'est une théorie. Alors, tu peux l'utiliser en business, mais tu peux aussi l'utiliser en amour. C'est en gros, si tu as un choix à faire, si c'est pas un grand fuck yes, bah c'est un non. Tu vois. Par exemple, tu vois, est-ce que ce mec ou cette nana, elle me plaît? Bon, tu vois, tu te dis bon bah elle me fait tourner, elle me fait poireauter. Bon bah ok, bah c'est pas fuck yes pour elle, bah ok, tant pis, bah dégage, tu vois. Et bah pour les clients c'est pareil. Est-ce que c'est un fuck yes de travailler avec cette personne? Bah si c'est oui, allez, on y va, tu vois. Et donc Mark Manson, et je pense il a fait un parallèle pas mal dans l'art subtil de s'en foutre. Bah en fait c'est en gros bah si c'est pas fuck yes, donc si en gros c'est pas je suis pas content, je suis pas excité de faire ça, bah c'est non et puis je m'en fous quoi, tu vois. C'est ça l'art subtil de s'en foutre. Ouais, très, très intéressant. C'est un peu la nonchalance du solopreneur. Ça me fait penser aussi, encore une fois, à Gary Vee, hein. Tu vois que le gars, il crée du contenu principalement, il fait des conférences, il fait des vidéos, etc. Mais en fait, le business, l'opérationnel, c'est son équipe qui la gère, quoi. Lui, finalement, il est juste là à gérer du contenu et à parler, en fait. Et c'est un empire qu'il a créé à son nom, en fait, puisque ces boîtes s'appellent, c'est à chaque fois son nom, Vayner et quelque chose, Vayner Media, Vayner Wine, etc. Ouais, oui, oui, bah en fait, j'aime bien dire le monopole personnel, le personal branding, c'est un actif immatériel sur les comptes de ton entreprise. Ouais. Si tu prends Elon Musk par exemple, qui a un monopole personnel très fort, par exemple sur Twitter, où tu vois, Ouais. il est très crypto, les mèmes, tu vois, les fusées, et ben, il y a des gens, ils achètent Tesla parce que c'est Elon Musk en fait. Et Ouais, et puis tu as l'action qui descend ou qui monte parce qu'Elon Musk a fait un tweet. Ça, c'est fou. ouais, et parce que c'est un actif énorme. Donc là-dessus, c'est incroyable. Mais je pense que du coup, on peut, parce que peut-être qu'il y a des gens, ils vont écouter le podcast, ils vont se dire bon, c'est bien gentil le monopole personnel, mais comment on le construit en fait? C'est quoi, Ouais, enfin, comment on commence? comment voilà, tu te dis, ok, c'est bon, je veux développer mon monopole personnel. Comment tu passes de 0 à un? Ouais, ouais, ouais. Alors.
Alors, clairement, donc ça a été théorisé, on va dire, par plusieurs personnes. Donc, il y a Naval Ravikant, David Perel, Jack Butcher. Et en gros, les Américains, ils disent the goal of personal monopoly is to be yourself at scale. Donc, en fait, c'est être presque plus toi que tu n'es toi, quoi. C'est-à-dire, en fait, si t'es... Moi, j'aime bien dire, par exemple, je dis beaucoup de gros mots, et j'en ai déjà dit des gros mots, j'en ai dit 5 déjà dans ce podcast, sans me demander la permission. Et en fait, quand je crée du contenu, je dis des gros mots. Parce que parfois, je peux pas dire autre chose que dire ce putain de truc, parce que je le dirais comme ça. Et si tu veux le dire comme ça, dis-le comme ça. Mais sauf qu'il y a des gens, ils disent pas de gros mots. Et tu disais, donc ouais, tu parles de Grégoire Gambato, donc Grégoire Gambato, il est clivant, et toi, tu fais aussi des posts clivants. Et moi, dans toute ma vie, j'ai été clivant, en fait. Je veux dire, quand j'étais à l'école, ou dans les écoles, un truc comme ça, il y avait toujours une partie qui disait, ouais, Thibault Louis, c'est un enfoiré, et d'autres gens qui disaient, non, t'inquiète, il est hyper sympa, tu vois. Mais je pouvais pas m'empêcher, que ce soit en classe, avec les profs, etc., d'être toujours le gamin qui la ramène, et d'être clivant. Parce que je sais pas, j'aime bien appuyer sur les boutons des gens, j'en sais rien, en fait, je saurais pas expliquer. Donc, en fait, c'est dans mon ADN d'être un casse-couille, tu vois. Et du coup, vu que sur LinkedIn, je le suis et ça marche, mais en fait, je le fais pas parce que ça marche, je le fais parce que c'est moi. Mais il y a des gens, ça doit les rendre fous de se dire c'est qui ce cinglé. Mais de toute façon, je suis un tout petit peu cinglé, donc si t'es cinglé, faut l'être. Et il y a des gens, ils adorent ça, tu vois. En fait, ça te permet aussi de revenir au premier principe de Mark Manson, c'est-à-dire choisir tes clients. Finalement, les gens qui vont te solliciter, c'est des gens qui aiment bien ton ton, ce que tu fais, et donc tu vas avoir plaisir à collaborer avec eux. Et Ouais, si jamais tu fais quelque chose qui est pas toi, ou tu te travestis, ou tu es un peu plus peut-être corporate, ben là, tu vas finir par bosser avec des gens, finalement, qui vont vouloir te vouvoyer, et ça va pas te correspondre, et tu seras pas heureux, quoi. exactement. C'est ça. Les Américains, ils disent you create content to attract like-minded folks. Donc en fait, c'est ça. Like-minded folks, donc ça, c'est ton audience. Et dans cette partie d'audience, tu as des gens qui vont mettre un billet à un moment et ça devient tes clients, en fait. Donc la théorie de Naval Ravikant pour construire le monopole personnel, c'est une intersection entre trois choses. C'est ce qu'il appelle la curiosité infinie, deux, tes compétences, et trois, ta personnalité. Donc en fait, ta curiosité infinie, il faut que tu définisses, on va dire, entre 2 et 5 sujets. Et ces sujets, des sujets sur lesquels tu es vraiment balèze et sur lesquels tu as une curiosité infinie. C'est des trucs que tu vois où tu peux lire 3 heures, 4 heures par jour, tu vas en discuter au restaurant avec tes potes, où tu es en fait passionné là-dessus. Et donc ça peut être plusieurs sujets. Ensuite, tu vas avoir tes compétences. Tes compétences, c'est quoi? C'est les choses sur lesquelles tu vas pouvoir... euh, imaginons, on te met dans un auditoire devant plein de personnes et tu as zéro note, tu as zéro préparation et tu dois commencer à parler d'un sujet, 30 minutes, et les gens, ils vont se dire, putain, il est balèze là-dessus. Et ça, c'est tes skills. Et c'est des choses souvent beaucoup plus cachées que ce qu'on pense, tu vois. Ça peut être... et tout le monde en a, en fait. Tout le monde en a. Et le troisième, c'est ta personnalité. C'est parler avec les mots que tu utilises. Donc, write like you talk, c'est utiliser les mêmes expressions, c'est être toi dans la même personne. C'est même plus qui tu es vraiment que ce que tu laisses paraître, quoi. Et cette intersection-là te crée le monopole personnel. Ok, donc ces trois choses, curiosité, compétence, personnalité, mais ça Ouais, ressemble justement à ce qu'on disait au début, un peu à l'ikigai, hein, qui est ce que vous aimez, ce en quoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi vous êtes payé. Donc passion, mission, vocation, profession. Donc tu vois, ça ressemble. Alors il y en a quatre là, ouais. mais Alors, en fait, donc l'ikigai, je connais pas bien, mais il y a un truc que j'ai compris, parce que parfois je parlais du monopole personnel, il y avait des mecs qui venaient et disaient, ouais, c'est juste une autre façon de dire l'ikigai. Et en fait, j'ai regardé un peu l'ikigai, j'ai un peu regardé l'ikigai, tu vois. Et le ouais. truc, c'est que il y a une différence avec l'ikigai, c'est que l'ikigai part du principe que donc tu as dit sur ce pourquoi vous êtes payé ou ce dont la société a Oui. besoin. Et en fait, le monopole personnel, il y a un principe. Alors, Jack Butcher, il a bien dit dans une conférence, il a dit build distribution, then build whatever the fuck you want. Donc, en fait, c'est le monopole personnel. En fait, tu construis d'abord une audience, et à partir de cette audience, des besoins et de tes itérations, tu vas construire quelque chose autour de ta marque personnelle. Tu vois, tu vas un peu incarner ta marque, alors que l'ikigai, ce serait la société. Est-ce que tu sais, enfin, il faudrait qu'elle ait un besoin à un moment T. Sauf que le business des bons entrepreneurs, des entrepreneurs visionnaires, c'est des gens qui créent des choses, alors que même la société, c'est même pas qu'elle en a besoin, en fait. Donc, Ouais, en fait, l'audience, il...
construire une audience, je suis désolé, c'est la première. En fait, c'est parce que j'ai regardé ce matin des vidéos de Gary Vee, donc c'est pour ça que j'ai pas mal d'exemples sur lui. Mais lui, il a créé son audience sur les fans de vin. Au début, c'était une Ouais, chaîne de ouais. YouTube sur le vin. Et en fait, aujourd'hui, les gens qui le suivent, etc., lui donnent des conseils business, notamment sur les réseaux sociaux. Mais parmi sa première audience de gens qui le suivaient pour ses conseils sur le vin, il y a toujours son premier réseau est toujours là. Donc en gros, construire ton audience, par exemple, moi je construis une audience autour de la vente, mais demain je construis mon monopole personnel, j'incarne un peu ce sur quoi je suis compétent, mais aussi là où je suis curieux, et ça peut être autre chose que la vente. Tu vois, je sais pas moi, l'investissement par exemple. Et l'audience que tu as créée au début, normalement, va te suivre, en tout cas si elle est en accord avec ta marque personnelle. Ouais, ouais. Mais non, mais tu sais, moi, Gary Vee, bah, tu vois, tu pourrais le mettre dans ta curiosité infinie, hein, Gary Vee, tu vois. Et pourquoi j'adore Gary Vee? Bah, parce que il est cinglé et c'est un énervé et j'adore les énerver. Et tu vois, c'est marrant parce que tu m'as dit j'ai découvert aussi dans une de ses conférences en fait, à l'origine, c'est un mec qui faisait du vin. Et c'est pour ça qu'en fait, à l'origine, les marques personnelles sont tellement fortes. C'est comme Elon Musk. Aujourd'hui, bah, le mec, on dit, c'est le gars des voitures électriques. Mais tout le monde a oublié qu'à l'origine, Elon Musk, il a créé plein de trucs. Il a créé PayPal, notamment, tu vois. Ouais, et puis à Et l'origine, c'est un geek qui sort pas de sa maison, quoi. Et aujourd'hui, le mec, c'est le mec qui va envoyer les gens sur Mars, quoi. bah ouais, non, mais c'est ça. Et tu vois, donc Gary Vee, bah, à un moment, il dit, oui, quelqu'un lui pose une question. Tu sais, souvent dans ses conférences, dans ses trucs, Ouais, il ouais. prend des vraies personnes et il répond aux questions. Et souvent, il les engueule et les mecs, ils rigolent. Tu vois. Et ça j'adore, en fait. Tu vois, c'est son monopole personnel. En fait, il engueule les gens et les gens, ils viennent pour se faire engueuler, en fait. Mais il y a des gens qui ont besoin de ça. Et à un moment, il y a un mec qui lui dit, oui, mais si je commence à parler de trucs et que finalement, je crée mon audience, mais que je suis pas sûr de moi, que je change. Et là, Gary Vee, il dit, non, mais tu sais quoi, moi, à l'origine, les mecs, ils me disaient, why do you talk about business now? Talk about wine, you're the wine guy. Et tu sais et là, Gary Vee, il répond au mec, enfin, qu'il répond au mec, il dit, vous savez ce que j'ai répondu au mec? Devinez, je lui ai répondu fuck you, tu vois. Et puis, j'ai continué mon truc. Et en fait, il a rien à foutre, tu vois. Et c'est pour ça que j'adore ce type, en fait, parce qu'il en a rien à foutre. Ouais, je pense qu'il est hyper honnête, en fait. Il dit les choses, donc moi, je l'aime bien. Ouais, ouais. Est-ce que tu as d'autres conseils? Donc, on a compris hein, pour construire votre marque personnelle, euh, creuser votre curiosité, votre compétence, votre personnalité. Est-ce que tu as d'autres conseils sur ce sujet où tu veux qu'on passe aux questions de la fin? Non, mais bah, je pense que enfin, ça va probablement se recouper, mais le meilleur livre pour trouver le monopole personnel, c'est le livre donc, de Eric Jorgensen qui s'appelle The Almanac of Naval Ravikant. Donc Naval Ravikant, si vous connaissez pas, il faut absolument le suivre, notamment sur Twitter. C'est un gars qui investit dans Uber, dans Venmo, dans Airbnb, enfin peut-être pas dans Airbnb. Il investit dans plein de trucs. En fait, il a plus rien à foutre. Il est tellement riche de toute façon qu'il en a rien à foutre. Et en gros, maintenant, il fait un peu plus, tu vois, de la philosophie, du stoïcisme. Et il a maintenant un compagnie of one. Et tu vois, il a 100 millions sur son compte en banque, il a rien à foutre, il a rien à se vendre. Il veut juste aider l'humanité à se trouver. Et du coup, donc en fait, mais il est un peu flemmard. Du coup, il a même pas écrit son propre bouquin. The Almanac of Naval Ravikant, c'est quelqu'un qui allait prendre toutes les conférences qu'il avait faites, tous les podcasts, et qui en a gardé les meilleurs moments. Et il en a fait une trame sur un livre avec des chapitres. Et ça s'appelle The Almanac of Naval Ravikant. Et en gros, et le sous-titre, c'est A Guide to Wealth and Happiness. Et c'est en 3 chapitres, je crois. C'est trouver en gros son monopole personnel, trouver le business et en 3 trouver sa santé ou son bonheur. Et en gros, c'est une sorte de guide un peu spirituel et business en 2021. Et c'est un cheat code, le truc. C'est génial. Tous les gens qui ont lu, tous les gens qu'on a cités ont lu ce bouquin, ils m'ont tous parlé, ça a tous changé leur vie. C'est un bouquin. En plus, pour vous dire, il est gratuit en plus. Je peux le trouver sur internet gratuitement. Ils font même pas de profit dessus. Donc de Almanac of Naval Ravikant. Et je crois que c'est Laurent Broin qui l'a traduit, c'est ça en français? Ouais, ouais, ouais. 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 Il a Euh, traduit sur son site L'Apprenti. Il a ouais, traduit en français, en effet, ouais. ok, ça marche. Écoute, ça va me permettre de passer aux questions de la fin, à moins que tu veux ajouter une dernière chose sur le The Company of One. Bah, bonne chance pour la créer, hein. Ouais, 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 C'est pas vous me simple, ferez hein.
Non, vous nous ferez un retour, mais c'est pas simple, mais c'est passionnant en tout cas. Donc tu nous as parlé de beaucoup, beaucoup d'auteurs, Louis. Est-ce que t'as des autres... Pardon, Thibaut, j'étais en train de me dire, non, c'est pas Louis, c'est Thibaut. T'inquiète, classique shit. Classique. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu les bouquins que tu conseilles aux entrepreneurs ou aux futurs entrepreneurs ou aux vendeurs aussi, hein, puisqu'il y a beaucoup de commerciaux qui nous écoutent. Ouais. Oui, parce que en fait, les commerciaux ont un peu les mêmes, disons Ouais. les mêmes envies, les mêmes besoins. Et je D'ailleurs, beaucoup de commerciaux. bouquins, Ouais, mais ça peut être aussi des podcasts, des vidéos ou autre ouais. chose. Ouais, alors je vais commencer par la source numéro un dans le monde des plus grosses déchets de l'humanité et en même temps des gens les plus brillants, bah, Twitter. Donc Twitter, faut absolument y aller. Moi, ce que je conseille sur Twitter, c'est ce que moi j'appelle un fil parallèle. Un fil parallèle, c'est quoi? C'est, tu ne suis que des gens à qui tu as mis des notifications en premier. Donc sur Twitter, vous pouvez aller sur la petite cloche et vous mettez voir en premier. Et ensuite, ça va vous créer un fil que avec ces gens-là. Et ça vous évite toute la pollution ambiante. Donc je conseille de suivre Naval Ravikant, Jack Butcher, Daniel Vassallo, David Perel, Peter Levels et Paul Graham. En fait, si vous suivez ces six personnes-là, donc je suis désolé, c'est six Américains, il se trouve que c'est aussi six hommes, donc les gens ils aiment pas trop ça. Je suis un peu désolé, mais peut-être que je sais pas pourquoi, mais en tout cas c'est mes références. Euh, et c'est les références de pas mal de gens. T'as cité Grégoire Gambato, bah, il les suit aussi hein, à fond. Tu as dit Naval Ravikant, Jacques Butcher, Peter Slovel, Paul Graham, et c'était qui le dernier? Daniel Vassallo. Daniel Vassallo, ok. Et, euh, et en gros, ces gens-là, alors c'est que des entrepreneurs. Ils parlent de plein de choses. Ils parlent du monopole personnel. Ils parlent des compagnies of one. Ils parlent de la distribution, de la création de contenu, de l'écriture. Ils parlent de philosophie. Ils sont très intelligents. Honnêtement, vous suivez ces gars-là sur Twitter. Vous suivez juste ce qu'ils disent. Ça vous prend une demi-heure par jour. Vous devenez 1% plus smart tous les jours. Ils sont incroyables, ces gens-là. Ah C'est ouais. fou à quel point ils sont incroyables. Ensuite, podcast. Bah, podcast, en ce moment, non. En fait, je suis un peu en train de chercher des podcasts. Donc, du coup, j'ai créé le mien. J'ai créé le podcast que je trouvais pas, qui s'appelle Les Rois du Scale. J'aime bien quand même Tribu Indé, donc de Alexis Minkela. Il n'y a pas Sur, sur ce sujet des entrepreneurs, des solopreneurs, indie makers, j'ai écouté une fois, j'ai l'impression que ouais, ça revient un peu sur ces sujets. c'est possible, Indie Maker. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, sur le podcast, je saurais pas trop. Euh, Sinon, le blog de Paul Graham sur tout. Il est hyper smart, il publie plein de choses hyper intéressantes. Son site, il est fait comme si on était en 99 et moi, ça me va très bien. Donc voilà, non, mais pas besoin de se casser la tête là-dessus. Et sur LinkedIn, j'aime bien des Américains, j'aime bien Sean Parrish, j'aime bien Jason Vanna, j'aime bien Justin Welch, j'aime bien Dave Gerard en marketing B2B aussi, qui est très très bon. Donc ça, ils sont pas mal. Pour être très franc, je vais me faire casser la tête à force de dire ça, mais les Américains sur LinkedIn, je les trouve plus forts, plus experts que les Français. Donc en France, j'ai un peu du mal à voir des gens émerger qui vraiment m'inspirent un max. Ouais. Voilà. Et en bouquin bah, de Company of One, de Paul Jarvis, Naval Ravikant, de Almanac of Naval de Eric Jorgensen. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a j'ai plus le nom en anglais, mais Purple Co de Seth Godin, donc Seth Godin à suivre aussi. Et voilà, puis regarder les TEDx régulièrement, notamment un TEDx qui a changé un peu ma vision, qui était The Originals Habits of non, c'est quoi de Habits, The Unusual Habits of Creative Thinker de Adam Grant. Enfin, je me rappelle plus du nom. Ça m'a pas mal rassuré sur être un procrastinateur par rapport à un précrastinateur. En fait, il fait l'éloge des procrastinateurs. Il explique que c'est pas toujours quelque chose de mauvais. Donc ça, Ah oui. super. Sinon, Je l'ai vu, ouais. Je vois, c'est celui avec le singe, là, c'est pas ça? Non, c'est pas je sais ça. plus, je sais C'est plus. encore un autre. C'est en gros, Euh, il voilà. personnifie la procrastination par un singe qui te dit tu le feras plus tard, tu le feras plus tard.
Ouais, non, mais c'est possible. Donc voilà, et donc là, vous avez déjà pas mal de boulot, hein, mais il y a pas besoin de, je pense, en tout cas sur le sujet de la compagnie of one, l'entrepreneuriat, de lire trop de trucs. Il faut se Ouais, concentrer sur les deux bouquins que j'ai dit, suivre les gens sur Twitter, et ensuite, le meilleur apprentissage, c'est créer du contenu, faire, et se lancer. Et ouais, c'est le cheat code, c'est arrêter d'étudier le bordel et de vraiment faire et d'itérer, quoi. ouais. Et juste une question, comment tu... Parce que moi, j'en connais certains là de que tu as cités, mais il y en a pas mal que je ne connais pas encore. Je vais aller voir tout de suite après l'épisode. Comment tu as eu vent de ce qu'ils font? T'es beaucoup sur les contenus américains? Ouais, alors je fais beaucoup de veille. Ouais, En fait, c'est un peu bizarre, mais à partir du moment où j'ai découvert ces gens sur Twitter, parce qu'en fait, après, ils se like entre eux aussi, tu vois, ils se retweetent. Donc, ouais, tu découvres une sorte de cosmos parallèle et tu te dis, mais attends, mais. Et en fait, t'as l'impression de prendre des cafés quotidiens avec les gens les plus intelligents de la planète, quoi. Et ça, c'est incroyable. Je me rappelle pas comment je suis tombé dessus, mais ils sont incroyables, faut absolument les suivre, quoi. D'ailleurs, pour être honnête avec vous, il y a énormément de gens que tu vois sur Twitter ou sur LinkedIn qui pompent, enfin, qui ont les ouais, mêmes sources d'inspiration, hein, j'imagine, ouais, j'imagine. et- Et Twitter, ouais, toi, tu suis ces gens-là. Est-ce que tu postes aussi sur Twitter ou pas tellement? Bah non, et bah en fait non, moi je suis une, alors je vais pas dire que je suis bon sur LinkedIn, mais disons que j'ai de l'attraction sur LinkedIn, mais sur Twitter et sur sur Instagram c'est zéro, mais parce que je suis mauvais et tant mieux. Enfin, et du coup je me concentre sur là où je suis un peu mieux, c'est LinkedIn. Mais non, en créateur, moi Twitter c'est pour la veille, Instagram je sais même pas pourquoi c'est en fait, c'est pour les potes Ouais. quoi, et LinkedIn bah c'est une super traction ouais. Ouais, parce que moi c'est pareil, Twitter, j'ai un peu du mal. Mais bon, si tu dis qu'il y a beaucoup de gens à suivre sur ces réseaux, je vais m'y intéresser, ouais. Ouais, bah tu fais ta veille, une demi-heure par jour, ça suffit hein, sur Twitter, sur le fil parallèle que tu t'es créé, c'est bon. Ouais, ouais. Et fil parallèle, tu peux redire, tu vas dans quel onglet, tu te rappelles? Ou on Ouais. tapera sur Alors, Google, créer un. non, non, ça existe pas. Je crois que c'est moi qui ai inventé le truc. En fait, tu vas sur Ok, Twitter. Sur ouais, la page profil Twitter, entre suivre et la photo du mec, tu vas avoir une petite cloche. Et en fait, ok. dans cette petite cloche, va te permettre en fait on va dire D'être notifié. voilà, en fait, de savoir si tu vas être notifié rarement, souvent, ou de recevoir des notifications. En fait, ces gars-là, sur la petite coche, tu peux mettre recevoir des notifications directement. Ce qui fait qu'en fait, Mhm. tu vas avoir des notifs, enfin, une sorte de grosse notif Twitter avec tout ce qui s'est passé sur ses créateurs. Et en gros, enfin, ça va arriver sur son téléphone. Et une fois que tu cliques dessus, ça va te mettre que les gens dans lesquels tu es notifié. Donc, en fait, ça te crée un fil parallèle qui est pas ta page d'accueil, mais qui est là où les gens sont notifiés. Donc ça, c'est comme si tu avais un deuxième fil Twitter avec que les bons, avec que les meilleurs, quoi. Ouais, ok, très intéressant. Tu pourras faire un post LinkedIn pour expliquer ça. Ouais, mais il y a plein de trucs à raconter. Ouais. 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 Ok, bon bah merci pour tout ce contenu, il y a quand même pas mal de choses à suivre. Est-ce qu'au-delà du contenu, toi, tu as des routines ou des choses, des outils que tu utilises au quotidien qui te permettent d'être efficace dans ton boulot? Ouais, alors, donc il y a un truc que j'appelle le deuxième cerveau. C'est en gros, il faut que vous ayez un endroit centralisé, peu importe l'outil. Alors, certains utilisent Notion, mais Notion, j'y arrive pas parce que je suis pas assez organisé, ou Ouais. Trello. Et en gros, il faut que vous notiez toutes vos réflexions, toutes vos intuitions constamment. Et il faut que vous ayez un carnet de bord digital où vous notez tout. Ouais, alors c'est Ça, vrai c'est que hyper important. c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne jurent que par Notion, mais je pense que Notion s'est adapté à un certain type de cerveau, c'est-à-dire que je pense que je suis un peu comme toi. Moi, je suis très bordélique et Notion, en fait, il faut être quand même assez carré et pas bordélique. Et je pense qu'on est un peu pareil. Moi, j'utilise Ouais. Google Keep. Je sais Ouais, pas si... ce que- ouais, bah why not? En fait, il faut trouver le truc qui te prend le moins la tête. Alors moi, je fais un truc. Ulysse Lubin, il a vu que je faisais ça quand j'étais en Géorgie. Il a commencé à m'engueuler. C'est qu'en fait, moi, je m'écris. En fait, sur Messenger, vous pouvez créer une discussion avec vous-même, en fait. Ah Et oui. du coup, moi, c'est le truc le plus bête, mais en fait, comme ça, c'est dans le cloud. Et ben en fait, quand j'ai des idées, je me les note. Je m'envoie des messages à moi-même, en fait. Et après, je monte le fil. Alors, c'est pas du tout organisé. Mais au moins ça marche, quoi, tu vois. Ouais, je fais ça sur Slack aussi. Ouais. Je m'envoie des messages à Ouais, moi-même. ouais. Et du coup, bah, ça te permet, en fait, surtout que bah, dès que tu as une idée, au lieu de dire ouais, je vais mettre ça sous quel onglet, etc., tu ouvres Messenger, tu t'envoies un message à toi et c'est bon, c'est réglé, quoi. Donc,
le moins de tech, de less tech, de better. Ok, très intéressant. Et Sinon, t'as autre chose, ouais? euh, sinon, attends, je réfléchis. Non, je suis assez low-tech. Non, non. Bah non, rien. Substack pour les newsletters qui est assez pratique. Mais Très sinon, bien, ouais, sinon c'est Substack. tout. Ouais. Très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un newsletter qui permet aussi derrière d'avoir un blog. Pour moi, ça kill un peu Medium, je trouve, ce qui est encore autre chose. Puis dans la facilité de la mise en place de la newsletter par rapport à des Mailchimp ou autres, je trouve que ça kill aussi ces outils. Et en plus, il y a cette option à un moment donné de monétisation qui peut participer à la création de votre company of one. Donc très, Ouais, très bon ouais. outil, Substack. Ouais, ouais. Et, Non, mais et là, tu vois, il y a des trucs à faire sur Substack aussi, parce que si tu tapes sur YouTube, je sais pas moi, comment fonctionne Substack en français, hein, tu as deux, trois posts vidéo, et bon, tu as du contenu en anglais, mais en français, t'as vraiment pas grand-chose. J'ai l'impression que c'est encore un peu sous le radar, Substack. Ouais, ben justement, pour conclure, alors là, c'est une de mes réflexions. Alors, c'est un truc, c'est un peu un gros mot, mais c'est ce qu'on appelle le SEO. Donc, le SEO, je pense que tous les gens de la vente savent ce que c'est, Search Engine Optimization. C'est à quel point votre contenu, en fait, quand vous le créez, il va pouvoir être trouvé dans les moteurs de recherche. Et en fait, il y a un truc, c'est que, alors, Substack, je sais pas s'ils sont bons en SEO, apparemment, c'est SEO friendly, mais tu m'as dit Medium est peut-être kill par Substack, mais Medium est très très bon en SEO. Donc en fait, quand tu Ouais. tapes des trucs, tu peux beaucoup retrouver sur Medium. En fait, pourquoi YouTube est aussi une très bonne stratégie d'investissement en termes de contenu, c'est qu'en fait, YouTube est détenu par Google et enfin par la maison mère Alphabet. Et du coup, naturellement, Google va mettre en avant beaucoup les vidéos YouTube. Et malgré ce qu'on peut dire, c'est que la concurrence d'autres trucs, c'est que Google, ça allait que en grossissant, notamment au moteur de recherche. Donc en fait, si vous investissez des vidéos sur YouTube avec les bons mots-clés, ben en fait, vous allez avoir du contenu pendant des années et des années qui va continuer à progresser, quoi. Donc YouTube est une très bonne stratégie long terme. En revanche, c'est une stratégie coûteuse en termes de temps et un peu de matériel parce que c'est difficile de monter, quoi. Ouais, ça prend du temps. Après, il y a un petit hack que je vais peut-être bientôt faire, que tu pourras utiliser. C'est finalement de poster tes épisodes de podcast sur YouTube. Ouais. Bah écoute, je vais voir, je vais réfléchir à ça, ouais. Ça peut être pas mal. Et d'ailleurs, pour boucler la boucle sur le podcast, outil très puissant dans le SEO, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je tape le nom des invités qui sont passés dans le podcast, en fait, leur épisode de podcast arrive très très vite dans les premières recherches. Ah ouais. Mais là, tu pourrais me passer devant sur ça parce que moi, j'ai passé, tu vois, long trend. Donc en fait, j'ai tous mes trucs sur LinkedIn, il y a zéro SEO, donc je vais peut-être disparaître, qui sait, tu vois. Ouais, non, mais en fait, je pense que le podcast, là aussi, Google investit énormément sur cette technologie. C'est là aussi, ça passe sous les radars, hein, mais ça existe, Google Podcast. Et donc, le référencement est très très bon hein, en podcast. Donc, un autre conseil pour. Alors, écoute, on n'a pas parlé vraiment de vente, mais c'était un épisode hyper intéressant. Avant de te quitter, alors, je vais te poser deux questions. Qui tu me conseillerais d'inviter sur ce podcast? Et la dernière, s'il y avait une compétence que tu pourrais acquérir, un peu comme dans Matrix, tu sais, avec un logiciel où je te mets une compétence rapidement, ce serait laquelle? Ouais. Alors, attends, ce que je réfléchis en même temps. Je pense que la compétence clé que je pourrais avoir dans Matrix, c'est un truc. Alors, c'est pas voler ou tu vois ou avoir pensé dans la tête des gens. Ce serait juste avoir une discipline incroyable. Ça, ce Ouais. serait, tu vois. Je pense que je pense que si j'avais été discipliné dans ma vie, je sais, j'aurais confondé avec Neuralink avec Elon Musk, tu vois. Mais 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 enfin quoique. en postant un ou voire plusieurs posts par jour sur LinkedIn, pour moi, c'est de la discipline que peu de gens arrivent à tenir, hein. Bah ouais, mais c'est peut-être la première fois dans ma vie que je suis un peu discipliné avec les échecs, quoi. Donc, Ouais. et en fait, les effets cumulés sont exponentiels. Donc, et là, je le vois, hein. Mais par exemple, je te donne un exemple. Alors, si vous pensez que LinkedIn, moi, au début, je pensais que LinkedIn, c'était pourri et que c'était pas bon. Juste un exemple. Parce qu'on pourrait faire chiffre d'affaires, etc. Mais vu que je suis compagnie of one, j'ai plus de leads, mais j'ai pas, je peux pas prendre autant de clients que je voudrais. Donc ça sert à rien de raisonner en chiffre d'affaires. Mais prenons une métrique différente. Prenons les invitations en podcast.
Mes 6 premiers mois, j'étais invité dans un podcast pendant 6 mois. Et là, en 30 jours, dans les 30 derniers jours, j'ai été invité dans 8 podcasts. Donc ça, si c'est pas de l'exponentiel, tu vois. Donc incroyable. Et pareil, les vues LinkedIn, j'ai fait 2 millions de vues en 6 mois. Et ensuite, j'ai fait les 2 millions supplémentaires en un mois. Donc en fait, j'ai fait 6 mois pour 2 millions et j'ai fait 7 mois pour 4 millions, exponentiel. Donc discipline, ce serait ouf. Notamment là en termes de sport, parce que si je pouvais avoir cette discipline pour avoir les abdos et tout, ce serait top, tu vois, mais putain, j'y arrive pas. Et ensuite, deuxième chose, donc qui invité sur le podcast Écoute, je pense, Caroline Jurado, je pense qu'on a une bonne discussion, donc tu l'as déjà invitée. Tu pourrais inviter peut-être Alors, en termes de création de contenu, parce que tu m'as dit, oui, on n'a pas trop parlé de vente. Moi, je pense que de plus en plus, le marketing et la vente, ça devient la même chose. Parce qu'en gros, les gens vont venir de plus en plus. Ils vont dire, en fait, ça va pas être un commercial qui va les convaincre, mais en fait, ils vont venir directement avec les billets déjà sortis. Donc, en fait, on va aller de moins en moins de la lead gen et on va plus aller vers de la demande gen. Donc, le marketing va faire partie intégrante des sales, où dans le sens, les gens vont avoir leur décision d'achat déjà faite, même en B2B. Et sur cette question-là, donc notamment, si tu as des sales dans ton audience pour leur aider à créer du contenu, le mec qui est la plus grosse machine de création de contenu et il fait tout lui-même, cet enfoiré, c'est Ulysse Lubin. Donc Ulysse Lubin, il va donner tous les secrets pour aider les gens à créer du contenu et donc améliorer forcément le chiffre d'affaires. Ok, donc comment vendre grâce à du contenu, c'est pas mal. Ouais, tout simple, ouais. En marque personnelle, parce qu'il fait tout en marque personnelle. Ok, super. YouTube, écoute, on va TikTok, il est infini le mec. Ouais, il est au taquet, ok. Ok, écoute, je vais lui proposer. Écoute, Thibaut, merci beaucoup. On a fait un bon épisode. Hein. Je crois qu'on est à 1h10. C'est presque un record, je pense. Je me demande si c'est pas le record. Si on veut te joindre, on te joint sur LinkedIn, j'imagine, vu que tu squattes un peu à LinkedIn. Ouais. Alors sur LinkedIn, donc vous m'ajoutez, hein, donc Thibaut Louis, Thibault Louis. Et vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter, donc c'est thibaultlouis.substack.com. Donc c'est la newsletter Les Rois du Scale ou le podcast Les Rois du Scale. Voilà. Donc pour me joindre, LinkedIn, c'est le plus simple. Ouais. Ok, super Thibaut, merci encore. Donc si vous avez aimé l'épisode, contactez Thibaut, à chaque fois je vais faire l'erreur. Contactez Thibaut et notez cet épisode 5 sur 5. Moi aussi j'ai une newsletter qui s'appelle Les Chroniques de la Vente, aussi sur Substack, comme Thibaut. Donc on va d'ailleurs faire des échanges de contenu, on va s'inviter dans des newsletters, je ne sais pas si ça se fait, mais tu vois, on va créer un nouveau concept. et puis, c'est ça, le cross-canal, cross-partnership, comme disent les Américains. Allez, écoute Thibaut, à très bientôt alors. Et bon, on se refera un point d'ici la fin de l'année pour voir comment tu as développé ta compagnie of one. Ça marche, merci beaucoup Alex. Salut. Ciao. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Quelques infos avant de vous laisser. Donc, nous avons créé, en plus de la newsletter et du podcast, un TikTok sur la vente. Donc, vous tapez les héros de la vente sur TikTok, vous allez tomber dessus. J'espère que ça vous plaira. Nous avons aussi travaillé pendant 6 mois pour sortir un playbook de vente. Je vous en ai parlé un peu en intro. Donc, c'est un guide de 50 pages qui répertorie tous les conseils que j'ai eus dans ce podcast pendant 2 ans. Donc, il y a un gros travail qui est fait là-dessus. On le vend 49 € sur notre site internet vyfe.fr, vyfe.fr. Vous pouvez le télécharger, l'avoir en PDF, en Word, en Google Doc, etc. Et surtout, je vous conseille de le mettre à votre sauce, c'est-à-dire que vous allez pouvoir mettre vos propres informations dans ce playbook et vous allez pouvoir le passer à vos collègues. Et ça va vous aider à faire des rendez-vous, à prospecter, à closer, à négocier. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Pour ceux qui ont écouté le podcast jusqu'ici, il y a un code promo, c'est VYFE20, donc V majuscule YFE 20, et vous pourrez avoir un code promo, une remise de 20% sur le playbook. Voilà, c'est pour vous remercier d'avoir écouté jusqu'à la fin ce podcast. À bientôt tout le monde!